Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre absolument clé de la spécialité SVT pour le bac. On va se mettre dans la peau d'un géologue pour apprendre, ensemble, à lire l'histoire de notre planète, une histoire qui est écrite dans la roche. Allez, c'est parti, on remonte le temps. Regardez bien cette falaise. À première vue, c'est juste de la roche, mais en réalité, c'est un véritable livre d'histoire. Pour le déchiffrer, on va suivre un plan en 3 étapes. D'abord, on va voir comment les géologues mettent de l'ordre dans les événements sans même connaître leur âge. Ensuite, on verra comment on leur donne une date précise. Et pour finir, on mettra tout ça en pratique avec une étude de cas typique de ce qui peut tomber au bac. Alors, notre première boîte à outils, c'est ce qu'on appelle la datation relative. L'idée, c'est d'établir une séquence, une chronologie des événements, sans pour autant avoir de date exacte. Pensez à un détective qui arrive sur une scène de crime. Avant de savoir l'heure du crime, il va d'abord essayer de reconstituer ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Eh bien, en géologie, c'est un peu la même chose. Pour faire ça, on s'appuie sur 4 principes. Ce sont des principes de géométrie, tout simples, mais incroyablement puissants sur le terrain. Ils constituent vraiment les règles du jeu de base pour n'importe quel géologue. Voyons-les un par un. Voici la règle numéro 1, la plus fondamentale. C'est simple, hein? Imaginez que vous faites une pile de crêpes. La première que vous posez, elle est tout en bas. La dernière, tout en haut. En géologie, c'est exactement le même principe. Les couches de sédiments, qu'on appelle des strates, se déposent les unes sur les autres. Les plus anciennes sont donc en dessous et les plus jeunes au-dessus. Logique. Et regardez cette image, c'est une illustration parfaite. Ce qui est fascinant, c'est que même quand ces couches ont été complètement déformées, plissées par les forces tectoniques gigantesques, on peut toujours, en réfléchissant un peu, reconstituer leur ordre de dépôt d'origine. La géométrie, elle, ne ment jamais. Deuxième principe, celui du recoupement. Dit plus simplement, on ne peut pas couper quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, si une faille casse des couches, ou si un filon de magma les traverse, eh bien cette faille ou ce filon est forcément plus jeune que les roches qu'il recoupe. Ici, l'exemple est parfait. On voit très bien la faille qui vient décaler toutes les strates. C'est un marqueur chronologique indiscutable. On peut reconstituer l'histoire. D'abord, les couches se sont déposées, puis, plus tard, la faille est apparue et a tout cassé. Troisième principe, celui de l'inclusion. Si on trouve un bout de roche, un galet par exemple, à l'intérieur d'une autre roche, c'est que ce galet existait avant pour pouvoir être emprisonné. Il est donc logiquement plus ancien que la roche qui l'entoure. C'est comme trouver une noisette dans un gâteau. La noisette était là avant le gâteau. Allez, on passe à un autre outil indispensable dans notre panoplie, les fossiles. Ce ne sont pas juste de jolis cailloux ou des restes d'animaux. Non, ce sont de véritables archives du temps, des indices cruciaux pour dater les roches sédimentaires. Mais attention, tous les fossiles ne sont pas égaux pour dater les roches. Un bon fossile stratigraphique, c'est un peu le Graal du géologue. Pour être utile, il doit remplir 3 conditions. Avoir vécu sur une période de temps très courte, avoir eu une répartition géographique très large et bien sûr être abondant. Si on a tout ça, sa présence dans une roche devient une véritable signature temporelle. Et ça nous amène à ce principe fondamental, le principe d'identité paléontologique. Il nous dit que si on trouve les mêmes bons fossiles stratigraphiques dans 2 couches de roches, même si elles sont à des milliers de kilomètres de distance, alors ces 2 couches ont le même âge. C'est grâce à ça qu'on peut corréler des formations rocheuses d'un continent à l'autre. C'est extrêmement puissant. Bon, ordonner les événements, c'est bien. Mais maintenant, on veut des chiffres. Comment attribuer un âge précis en millions d'années? Pour ça, il nous faut une horloge. Et la nature est bien faite, elle nous en a fourni une, cachée au cœur même des atomes. Le moteur de cette horloge géologique, c'est la désintégration radioactive. Certains atomes sont instables, on les appelle les éléments pairs. Avec le temps, ils se transforment en atomes stables, les éléments fils. Et cette transformation se fait à un rythme parfaitement constant et prévisible qu'on appelle la demi-vie. C'est le tic-tac de notre horloge atomique et rien ne peut l'altérer. Alors, comment ça marche concrètement? Imaginons un magma qui refroidit et cristallise pour former une roche. À cet instant précis, au temps t égale 0, le chronomètre démarre. Le système est clos et il contient 100% des éléments pairs radioactifs. On laisse le temps passer. Après une demi-vie, et ça peut être des millions, voire des milliards d'années selon l'élément, la moitié, très exactement, des atomes de l'élément pair s'est transformée en élément fils. On a donc maintenant un ratio de 50-50. Et si on attend encore une demi-vie, la moitié de ce qui restait d'élément pair se désintègre à son tour. Il ne reste donc plus que 25% de l'élément pair et on a maintenant 75% d'éléments fils.
En mesurant précisément ce ratio père-fils dans un échantillon et en connaissant la demi-vie, on peut calculer l'âge de la roche. C'est de la physique nucléaire au service de la géologie. Bon, maintenant, place à la pratique. On va mettre tous nos outils en action sur un cas concret, un problème classique de type bac, la datation d'Ororhyntugenesis, l'un de nos plus vieux ancêtres. C'est à nous de jouer les experts. Le problème, c'est que le fossile lui-même, on ne peut pas le dater directement avec la radiochronologie. C'est une roche sédimentaire. La stratégie va donc être de dater les couches volcaniques qui se trouvent juste en dessous et juste au-dessus. On va l'encadrer en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a ce tableau avec des données de datation potassium-argon. Ça nous donne les âges, en millions d'années, de plusieurs couches volcaniques. On voit qu'il y en a au-dessus de là où on a trouvé Ororhyn et en dessous. Méthode. Étape 1, on analyse les données. C'est un travail de lecture attentive. On identifie les infos clés. D'accord? Ororhyn est dans la formation sédimentaire de Capsomine. Cette formation se trouve sous les coulées de Caparaina et Rormouche et au-dessus des coulées de Cap Chébérec et Cabarnet. C'est ça, la situation de départ. Étape 2, le raisonnement. On va mobiliser nos connaissances. Quel principe va nous servir ici? Eh bien, évidemment, le principe de superposition. La formation de Capsomine, puisqu'elle est au-dessus, est plus jeune que les roches en dessous. Et puisqu'elle est en dessous, elle est plus vieille que les roches au-dessus. C'est ce raisonnement logique qui va nous permettre de conclure. Et on arrive à la conclusion, l'étape 3. On combine tout ça. La formation de Capsomine est donc plus jeune que la plus récente des couches supérieures, c'est-à-dire 6,03 millions d'années, et elle est plus ancienne que la plus vieille des couches supérieures, soit 5,86 millions d'années. L'âge d'Aurora est donc coincé dans cette fourchette. On peut conclure de manière rigoureuse que l'âge du fossile d'Ororhyn est compris entre 5,86 et 6,03 millions d'années. Voilà, faisons un petit bilan de tout ça. Quels sont les points absolument essentiels à retenir pour le bac sur ce chapitre? Ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que ces deux approches, la datation relative et la datation absolue, sont complémentaires. La datation relative, c'est comme écrire les chapitres d'un livre dans le bon ordre. La datation absolue, c'est venir mettre les numéros de page et les dates. On a besoin des deux pour reconstituer l'histoire complète de la Terre. Pour finir, sachez que maîtriser cette échelle des temps géologiques, ce n'est pas juste un exercice scolaire. C'est la clé qui nous donne accès à l'histoire profonde de notre planète, qui nous permet de comprendre les grandes crises biologiques du passé et qui, peut-être, nous donne des pistes pour mieux anticiper notre avenir.